Le mot « état » en français vient du verbe latin « stare » qui signifie se tenir debout. Donc status définit en latin la position debout, la position de quelque chose qui est droit. Dans les langues européennes, on a des équivalents, state en anglais, Staat en allemand, stato en italien. Donc on pourrait dire que l'État, c'est en quelque sorte l'ensemble des institutions politiques qui permettent à une société d'être droite ou de se tenir debout. On remarquera que le concept d'État, ainsi que la réalité historique et politique à laquelle il renvoie, sont liés à la modernité occidentale ou européenne et sont apparus en Europe seulement à partir de la fin du Moyen-Âge et plus précisément à la Renaissance. On peut penser par exemple ici au philosophe florentin Nicolas Machiavel qui invite le prince dans l'ouvrage du même nom, qui a été publié en 1532 après sa mort, à soutenir, je cite, la majesté de l'État, la maestà dello Stato, contre ses ennemis, tant intérieurs qu'extérieurs. L'État désigne l'institution politique qui exerce une fonction d'autorité sur une population et sur un territoire donné, au moyen de la loi. Selon les historiens, on ne doit pas parler d'État, à proprement parler, au sujet des sociétés antiques, grecques ou romaines, car dans celles-ci, l'institution de l'État ne fait qu'un avec la communauté des citoyens. En revanche, ce qui caractérise l'État moderne, c'est qu'il constitue une institution qui est séparée de la société et qui exerce sur elle une autorité qu'on pourrait qualifier de transcendante. L'État est au-dessus de la société. Le problème philosophique qui est posé par la notion d'État tient au fait paradoxal que cette institution a pour rôle de préserver l'unité, la sécurité et la paix de la société civile sur laquelle elle exerce donc son autorité, mais que l'État remplit ce rôle par des moyens de contrainte, donc par la force, qui risquent de nuire à l'unité, à la paix et à la sécurité de cette même société civile. Autrement dit, si l'État est au fondement de l'ordre juridique et politique de la société, il risque aussi de constituer à tout moment une menace pour celui-ci. Comme le résumait l'écrivain Paul Valéry, je cite, « Si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons ». Cette citation est tirée de Regard sur le monde actuel, publié en 1931. J'étudierai ici 3 questions. L'État est-il l'ennemi de la liberté? Peut-on être homme sans être citoyen? Et enfin, l'État doit-il se charger du bonheur des individus? Première question. L'État est-il l'ennemi de la liberté? L'État moderne est l'institution politique qui incarne la souveraineté et assure l'unité de la société civile. Toutefois, la représentation de l'État comme une sorte de grand corps politique ou de grand individu qui serait doté d'une volonté propre, bien que cette institution soit issue de l'expression des volontés individuelles au travers du contrat social, une représentation que l'on peut trouver notamment dans le Léviathan de Thomas Hobbes, ouvrage publié en 1651, mais aussi dans le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, publié en 1762. Cette représentation risque de conduire à une conception absolutiste, voire potentiellement despotique du pouvoir de l'État, en justifiant le fait que cet État restreigne les libertés individuelles au nom de la défense du bien commun. En ce sens, la critique du pouvoir de l'État, comme par exemple la critique émanant de penseurs libéraux, je pense ici à Benjamin Constant au XIXe siècle, vise à souligner la valeur et l'importance des droits et des libertés individuelles. Je cite cet auteur, « La souveraineté du peuple », écrit Constant, visant particulièrement la théorie de Rousseau, n'est pas illimitée, mais elle est circonscrite dans les bornes que lui tracent la justice et les droits des individus. Principe de politique, 1815. Le pouvoir souverain de l'État doit être limité par la loi constitutionnelle afin que les libertés et droits fondamentaux des individus soient garantis et préservés. Une telle conception de l'État au pouvoir limité et respectueux des libertés individuelles correspond à ce que l'on appelle aujourd'hui l'État de droit. Deuxième question. Peut-on être homme sans être citoyen? La conception antique de la politique, comme celle que l'on trouve notamment dans le traité qui s'intitule « La politique » d'Aristote, repose fondamentalement sur l'idée que l'homme serait un animal politique, c'est-à-dire qu'il serait fait par nature pour devenir le membre d'une cité, c'est-à-dire le citoyen d'un État. Pour Aristote, le fait d'être homme se confond entièrement avec le fait d'être citoyen, ce qui est d'ailleurs conforme à la réalité juridique et politique de la cité athénienne antique, où seuls les hommes libres pouvaient être des citoyens, les esclaves étant privés non seulement du statut de citoyen, mais aussi du statut d'être humain.
Or, cette conception a été remise en cause par les penseurs politiques modernes. Par exemple, Thomas Hobbes, dans son livre Le Citoyen, publié en 1649, montre que l'homme, à l'état naturel, est mu par des intérêts égoïstes et des passions néfastes qui sont à l'opposé de l'attitude que l'on attendrait justement du citoyen, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le civisme. Aussi, l'émergence d'une société composée de citoyens respectueux des lois et du bien commun est-elle, aux yeux du philosophe anglais, le résultat d'un artifice politique, c'est-à-dire d'un contrat par lequel les hommes consentent à se soumettre collectivement à l'autorité de l'État et de la loi, ce qu'ils ne peuvent d'ailleurs consentir à faire que par un calcul et par intérêt bien compris. Si l'on suit la théorie de Hobbes, l'homme a donc une existence antérieure à celle du citoyen et indépendante de lui. Bien plus, on peut dire que la préservation des intérêts de l'homme naturel, en tant qu'individu égoïste et séparé des autres, est la véritable raison d'être du citoyen, cet homme artificiel en quelque sorte. Toute la pensée politique moderne et contemporaine, de Hobbes ou John Locke par exemple, jusqu'à Hannah Arendt, en passant par Karl Marx, partage au fond ce postulat commun selon lequel l'homme peut et doit être distingué du citoyen, dont il constitue en quelque sorte la raison d'être. Même s'il est vrai que les deux dimensions de l'existence humaine, l'humanité et la citoyenneté, sont conçues également comme étroitement associées et, de fait, inséparables. C'est ce dont témoigne par exemple la célèbre Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui fait coexister précisément ces deux types de droits, ceux de l'homme individuel et ceux du citoyen. Or, ce texte a fait l'objet de nombreuses interprétations et analyses critiques au cours des 2 derniers siècles. Je pense en particulier ici à la critique de Karl Marx. Troisième question. L'État doit-il se charger du bonheur des individus ? L'État moderne a avant tout pour rôle de prendre en charge la préservation de l'unité et de la sécurité de la société civile. Mais en outre, comme nous l'avons vu dans le premier sujet traité précédemment, l'État de droit se doit d'assurer et de garantir aussi les libertés et les droits fondamentaux des individus. Or, il convient de se demander à présent si l'État n'a pas en outre le devoir d'assurer le bonheur, c'est-à-dire en fait le bien-être individuel des citoyens dont il a la charge. Cette question soulève en réalité le problème de la légitimité de ce que l'on appelle aujourd'hui, en français, l'État-providence, ou de ce que les Anglais appellent welfare state, c'est-à-dire littéralement l'État du bien-être. C'est-à-dire un État qui intervient activement dans les domaines économiques et sociaux afin d'assurer le bien-être des citoyens et de les protéger contre les risques ou les fléaux sociaux. Un tel État existe en France depuis 1946, notamment avec l'instauration d'un système généralisé de sécurité sociale qui est destiné à l'ensemble de la population française, et aussi avec la reconnaissance de nouveaux droits économiques et sociaux par la constitution de la 4e République. Même si des mesures d'aide économique et sociale avaient pu être mises en place progressivement en France au cours du XIXe siècle sous les régimes politiques antérieurs. Or, l'État-providence traverse aujourd'hui une crise très grave, crise historique qui ne s'explique peut-être pas seulement en raison des difficultés économiques qu'il connaît depuis environ une quarantaine d'années, disons depuis la crise pétrolière de 1973, mais peut-être aussi en raison du fait que l'extension du domaine d'intervention de l'État, au-delà du droit et de la politique, jusque dans le champ économique et social, a entraîné une remise en question des conceptions traditionnelles du droit, de la politique et de la citoyenneté. Bien plus, on peut se demander si un tel État, omnipotent et omniscient, ne représente pas une menace potentielle pour les libertés individuelles que l'État a pourtant pour fonction et pour charge de garantir et de préserver en tant qu'État de droit. Conclusion. L'État est une institution qui occupe une position centrale dans la pensée et dans la pratique politique moderne, à tel point d'ailleurs que beaucoup de gens ont tendance à confondre la politique avec l'action de l'État. En réalité, la vie politique ne se résume pas à l'existence et à l'action de l'État. Celui-ci apparaît plutôt comme une institution qui fonde et qui rend possible la vie politique en préservant, comme on l'a dit, l'unité, la sécurité, la paix de la société civile. C'est le rôle de ce que l'on appelle l'État souverain. Mais l'État a aussi pour rôle de garantir et de préserver les droits fondamentaux des individus. C'est le rôle de ce que nous avons appelé l'État de droit. Enfin, comme on l'a vu également, l'État peut étendre son action jusqu'à la sphère économique et sociale en se donnant pour objectif d'assurer le bonheur ou le bien-être des individus
Dès lors, il s'appelle l'État-providence. Mais dans cette dernière hypothèse, on peut légitimement se demander si l'État ne risque pas d'outrepasser son rôle et de remettre en question les principes juridiques et politiques fondamentaux sur lesquels se base précisément son existence.